Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là de bon matin en ce dimanche. Je suis ravie de modérer cette table ronde et d'être entourée d'une telle diversité d'origines en termes de pays et de nations européennes. Effectivement, j'ai eu la chance de participer au programme des jeunes leaders d'Europa Nova, ce qui m'a permis de rencontrer un certain nombre d'Européens impliqués dans des domaines divers. Alors effectivement dans le journalisme comme moi, mais aussi dans le monde politique, dans d'autres univers, dans le monde des affaires. Donc un vrai petit groupe, une vraie camaraderie s'est installée entre nous. Aujourd'hui, ce matin, on va parler d'altérité et de diversité en Europe. C'est une thématique majeure étant donné l'imminence des élections européennes qui arrivera dans quelques mois et la montée d'un certain nombre de peurs identitaires qui sont partagées par tous les pays européens. Beaucoup de débats ont eu lieu pour tenter à la fois au niveau national de définir un certain nombre d'identités. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a une identité européenne? C'est une question aussi qui se pose. La question du socle identitaire, on parle parfois de socle identitaire, il a été avancé par certains pays que le fait que beaucoup de pays soient de culture chrétienne devait être marqué. Ça a été contesté par d'autres, donc c'est un débat qui est encore vif et auquel nos intervenants vont répondre. Le fait que l'Europe s'élargisse d'année en année forcément interroge sur les limites éventuelles de l'Europe, sur finalement ce qui unit ces pays qui sont de plus en plus nombreux, sur la diversité culturelle qui implique nécessairement une diversité linguistique. D'autres questions se posent aussi en relation avec l'immigration. On a vu le drame qui s'est déroulé au début du mois à Lampedusa, mais qui est un drame continu depuis 20 ans, puisque des milliers de personnes sont mortes aux frontières de l'Europe en essayant de venir. L'immigration, c'est pas nouveau, c'est pas un fait nouveau. On est en France, qui est un pays d'immigration de longue date, mais de nombreux pays européens qui n'étaient pas des pays d'immigration sont aujourd'hui des pays d'immigration, et donc confrontés effectivement à des citoyens qui sont de couleurs diverses, qui sont de cultures diverses. Aujourd'hui, une religion, et la deuxième religion d'Europe, c'est l'islam. Ça pose des questions aussi très très importantes. D'autres questions se posent en termes de circulation avec les populations roms ou d'origine rome qui circulent dans l'Europe et qui sont victimes de rejet ou en tout cas de suspicion. Est-ce qu'il y a des identités qui nous menacent? Est-ce qu'il y a des circulations qui nous menacent? Je compte sur nos différents intervenants pour y répondre. Et pour introduire cette table, on va commencer par regarder une vidéo, un petit dessin animé qui est l'œuvre de Jules, qui était là hier et qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Silex and the City, et qui pose les bases d'une réflexion sur l'identité et sur la montée d'un certain extrémisme populiste. Silex and the City. Alors, en attendant que la vidéo se lance, je vous rappelle que vous pouvez suivre les différentes interventions sur Twitter. Le hashtag, ou le mot dièse, pour parler français, c'est Europa Nova. Vous pouvez également envoyer des SMS. Je vais vous redonner les coordonnées exactes pour les SMS, mais vous pouvez envoyer des SMS pour faire parvenir des questions que j'essaierai de relayer auprès des intervenants pour leur répondre. Ah d'accord, alors finalement, la vidéo passera à la fin, donc ce ne sera pas une introduction, mais une conclusion. Alors, vous aurez quand même une vidéo, puisqu'on va commencer la table ronde avec Jan-Josef Stock, qui vient des Pays-Bas, qui est photographe, qui est plutôt habitué à photographier des conflits. Il a beaucoup travaillé en Afrique, notamment. Et il va nous montrer ce qu'il considère comme les conflits intérieurs européens. Je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. I will speak in English because merci bien. Merci, je vais m'exprimer en anglais. Parce qu'il s'agit d'un projet européen. Nous avons travaillé avec un groupe de 12 photojournalistes européens. Généralement, nous travaillons à l'étranger lorsqu'il y a des conflits. Par exemple, moi-même, je suis allé au Darfour, au Congo, en Somalie. Mais bon, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait aussi des conflits chez nous, à la maison. Nous nous sommes dit que plutôt qu'à chaque fois d'aller à l'étranger pour voir ce qui se passait de mal ailleurs, dans d'autres pays, il faudrait peut-être étudier notre arrière-cour, si je puis dire, ce qui se passe chez nous. C'est pour cela qu'avec Dirk Jan Fresse, photographe néerlandais, nous avons décidé, disais-je, de fonder un groupe de photographes européens qui travaillent également ou qui souhaitent travailler sur ce sujet.
Le problème, c'est la montée du populisme en Europe. Tous les pays européens ont commencé à des niveaux divers et variés. Aux Pays-Bas, c'est plutôt récent. Wilders est un exemple. Bon, vous voyez les photos prises par nos photographes. Voilà pour la Norvège. Andrea Kvefsvang a photographié les victimes de André Breivik. Pas les victimes, mais en tout cas les survivants. Bon, victimes aussi. Voilà pour la Finlande, un photographe de Trufin. C'est là la ville où il y avait plus de votes en sa faveur. Et là, un photographe russe qui a été invité pour faire partie de cette expo concernant les droits de l'homme. La raison pour laquelle nous avons collaboré, c'est pour représenter cette diversité et ce phénomène. Chaque photographe interprète à sa façon la montée du populisme en Europe. Et vous voyez ici, en fait, qu'il s'agit d'une expo très interactive. En fait, elle est itinérante, elle s'est déplacée des Pays-Bas à Paris. Et l'objectif est justement de continuer à se déplacer en Europe. Nous allons nous déplacer, voyager pour que les gens réfléchissent et pensent à ce sujet. Ici, un exemple allemand. Tinka est notre photographe. La scène du meurtre, ça s'appelle ici. Là, un immigrant a été accusé d'être le meurtrier. Bon, c'était à tort. Et tous les médias sociaux, cependant, en ont beaucoup parlé. Nous avons collaboré également avec un collectif grec de vidéastes. Vous voyez ici comment ils ont documenté la crise en Grèce et les conséquences sur la société. Nico Baumgarten d'Italie, voici un autre exemple. Il a photographié ceux qui ont voté pour Berlusconi et aussi ceux qui ont voté contre, ou qui n'ont pas voté pour lui en tout cas. Donc, on ne sait pas en fait qui a voté pour qui. Mais Berlusconi nous disait qu'il faut être beau et qu'il faut s'inventer soi-même, qu'il faut donc à notre tour trouver qui a voté pour lui. Voilà des exemples de ce que j'ai fait moi. J'ai vécu en France lorsque j'étais jeune et je suis revenu récemment pour étudier le cas des Roms en France et leur façon de vivre dans ce pays. Et je souhaiterais m'arrêter sur cette photo, voilà en particulier. Là, c'est un bébé, comme vous le voyez, qui n'a qu'1 jour, qui vient de naître. Un bébé rome. C'était en été 2012. À Lille, près de Lille, 200 Roms ont été jetés dans les rues, et ceci en 24 heures. Ce bébé venait de naître, 1 jour avant, et on les a jetés à la rue. On m'a demandé de m'arrêter là, sur cette photo, parce que, regardez, on pourrait dire que ça a été pris en Afghanistan ou en Afrique. Ça aurait pu choquer tout le monde, en se disant, pourquoi jeter un bébé, un nouveau-né dans la rue comme ça? C'est complètement fou. Non, non, c'était pas là-bas, c'était ici, en Europe, et même en France. Vous voyez que ce genre de photo permet aux gens de penser, de réfléchir, d'aller plus loin dans la discussion. Ce n'est pas simplement votre vote, votre voix qui compte, une opinion qui compte. C'est plus. Parfois, la rhétorique populiste va plus loin que cette question de vote. On essaie justement de donner un visage aux conséquences de la montée du populisme. Bon, je vais continuer avec peut-être une vidéo maintenant. Regardez là, le bébé, vous l'avez vu, il est tout emmitouflé, protégé. Dans ses langes, quasiment. Voilà un exemple de Wendy Marensen, elle est belge, et elle a photographié le sujet du voile musulman en Belgique. Bon, il y a eu un long débat à ce sujet.
Vous voyez ici des exemples. D'un côté, vous avez une fête très cosmopolite. C'est une partie de la Belgique, un des aspects de la Belgique, mais vous avez aussi la montée du populisme. Ici, un photographe néerlandais, Dirk, qui, au lieu de photographier Wilders, ce qui aurait été trop simple, il s'est dit, moi, je vais procéder à ma manière, c'est-à-dire je vais voir ceux qui sont dans la partie nord des Pays-Bas et qui essaient de créer leur monde utopique, et il essaie de voir comment les gens réagissent à l'Europe, etc. Et là, un sujet très de controverse, j'allais dire, avec l'extrême droite, c'est Ed Thompson du Royaume-Uni, qui a pris des photos de l'EDL, English Defence League, qui n'est pas un parti politique en tant que tel, mais un mouvement. Il s'appelle en fait des militants des droits de l'homme, et ils aiment les groupes extrémistes aussi, mais ils sont contre l'islam, et quel que soit que vous soyez gay, lesbienne ou autre, ou juif, vous avez le droit, à partir du moment où vous êtes contre l'islam, d'appartenir à l'EDL. Voilà des manifestations, par exemple, dans un quartier où vous avez beaucoup de musulmans. Et là, vous avez un aperçu de l'exposition photographique qui est itinérante, disais-je, et qui se déplacera un peu partout en Europe pour que les gens réfléchissent. L'un des objectifs, vous savez, dans le cadre de ce projet, c'est pas de faire une déclaration, de dire ceci est bon, ceci est néfaste, mais plutôt de rassembler toutes ces photos pour les avoir, pas simplement sous forme de magazine, de journal, parce que peu de personnes les lisent, mais plutôt d'essayer de les partager avec les gens en général, le public. C'est notre guérilla, si je peux dire, à nous, parce que plus on en parle, plus nous partageons ces photos, plus nous croyons que les gens vont réfléchir un peu plus, plutôt que de se dire, bon, bah, on laisse faire. Ce qui nous préoccupe également, c'est que, vous savez, l'Union européenne se base à l'origine sur, bon, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que les Européens se sont rassemblés pour des efforts de paix en Europe, et la paix perdure en Europe. On se disait, non, jamais, plus jamais. Mais maintenant, c'est terminé, tout ceci. Tout est permis, à nouveau. Et c'est ce qui nous inquiète. C'est pour cela que nous voulons utiliser nos outils, nos talents, en tant que photographes, pour réagir contre tout cela. Merci beaucoup Yann-Joseph Stock pour cette introduction. C'est une introduction qui permettra de continuer avec Barry Zacharie, qui est vice-présidente du Sénat français, qui est une figure atypique qui détonne un petit peu au milieu des élites françaises traditionnelles, plutôt masculines, plutôt blanches, plutôt de culture chrétienne, qui revendique tout autre chose, qui va nous parler un peu de la montée de ses peurs par rapport à des figures comme la sienne, qui pourtant peuvent arriver au plus haut niveau de la République française, donc peut-être une mise en perspective de tout cela. Merci Rokhaya pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors peut-être que ce que Rokhaya ne dit pas, c'est que je pense que je suis une erreur statistique, puisque je suis femme, issue de l'immigration, enfin de cette fameuse diversité dont on parle, mère de famille, pas analphabète, et farouchement laïque et sereinement musulmane. Et je suis la seule femme vice-présidente du Sénat. Donc là encore, en termes de diversité, il y a beaucoup de choses à faire. Cela dit, peut-être qu'à moi toute seule, je remplis beaucoup de quotas. Donc c'est pour ça que je suis seule. Alors, notre ami photographe a présenté des photos. L'intervention que je devais faire ce matin n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais c'est un peu toujours comme ça. On réagit toujours à ce qui vient de se passer. Et il vient de dire quelque chose d'angoissant, et c'est la réalité, une photo qui montrait tous ensemble contre l'islam. C'est-à-dire on peut être gay, on peut être ceci, on peut être cela, mais à partir du moment où on se réunit tous ensemble contre l'islam, ça fait une force.
Et ça, c'est vraiment très inquiétant pour l'Europe, très inquiétant. L'islam est la deuxième religion d'Europe. Elle est à prendre en considération. C'est vrai que l'islam, depuis quelque temps, en Europe, n'est plus considéré comme une spiritualité, mais comme un adversaire à combattre. L'islam est bel et bien devenu un sujet politique. Alors, il faut quand même en parler un peu. Et donc, je vais peut-être illustrer mon propos par deux exemples. L'exemple de Marseille, de ce qui s'est passé à Marseille il y a quelque temps avec le vote de la primaire socialiste, et peut-être l'exemple de la Turquie avec sa volonté d'entrer en Europe. Le premier exemple, donc Marseille, on voit très bien, on a vu très bien à l'occasion de cette campagne électorale comment des gens qui sont allés voter, c'est-à-dire qui ont exercé un devoir citoyen. Alors, je me permets juste d'expliquer la situation à Marseille pour ceux qui ne connaissent pas bien la France. Juste, il y avait deux candidats. Alors, voilà, pour la primaire du Parti Socialiste, une qui s'appelait Samia Ghali, qui était issue des quartiers nord et d'origine maghrébine, et un autre candidat qui est Menucci, voilà, qui était le candidat. Donc voilà, pour juste placer le contexte de Marseille. Oui, en fait, il y avait beaucoup plus de candidats que ça. Je crois qu'il y en avait 6. Samia Ghali, qui est d'origine, on va dire, de la diversité issue de l'immigration, est arrivée en tête. Patrick Menucci est arrivé second. Habituellement, le rassemblement se fait toujours autour de celui qui est arrivé en tête. Par un hasard bizarre, ça s'est fait autour de celui qui est arrivé deuxième. Voilà, donc déjà, il y avait déjà une anomalie au départ. Mais enfin, le problème, il n'est pas là. Le problème est que des gens sont allés voter, ont exercé un devoir citoyen, puisque finalement, nous disaient les sociologues, exister, c'est exister politiquement, et qu'on les a renvoyés à leur identité. Vouloir exercer sa citoyenneté et être renvoyé à son identité. Alors que l'Europe, la France est dans l'Europe et que nous voulons être tous des citoyens européens et d'abord le primat ou la primauté de la citoyenneté sur l'identité. Et après, on s'étonne que d'autres exercent avec beaucoup de visibilité ou montrent leur identité avec beaucoup de visibilité. Donc il ne faut pas non plus là, après s'étonner des ressorts qui peuvent exister pour que certains, plus radicaux après, montrent, essaient par une visibilité accrue, essayent de dire « je suis différent ». Je suis différent et par ma différence, eh bien, j'existe. À travers ma différence, j'existe. Le deuxième exemple, c'est celui de l'entrée de la Turquie en Europe. Il y avait 3 raisons majeures. La première raison est une raison géographique qui tombe quand on voit l'élargissement de l'Europe qui va de plus en plus loin. Donc la notion de frontière, finalement, n'existe pratiquement plus. La deuxième était de nature culturelle. Ça, j'y reviendrai. Et la troisième était de nature économique. Quand on voit la Turquie, le boom économique qu'il y a en Turquie, la croissance à 2 chiffres qu'il y a en Turquie, l'énergie qu'il y a en Turquie, la raison économique n'est plus d'actualité. Reste la raison culturelle, voire religieuse. Et donc ça pose quand même un véritable problème. Je ne dis pas qu'il fallait accueillir la Turquie tout de suite. Le fait qu'on ait tardé à accueillir la Turquie, c'est plutôt bien pour la question des droits de l'homme, parce que les Turcs ont fait des efforts considérables en matière de droits de l'homme et en matière de démocratie. Il y a encore une marge de progression en Turquie. À l'évidence, il y a encore une marge de progression. Mais si la Turquie avait été un pays chrétien, les problèmes ne se seront pas posés de la même manière. Donc je veux dire, bon, il faut quand même faire très attention à tout ça. Le troisième exemple, c'est un exemple de nature humanitaire. Je suis allée en Jordanie il y a 15 jours et j'ai visité le camp de Zaatari. C'est un camp qui a reçu 150 000 Syriens. Les Jordaniens, la Jordanie qui est un tout petit pays, qui n'a pas de pétrole, qui n'a même pas d'eau, qui n'a même pas d'espace vert, a ouvert ses frontières pour accueillir les Syriens menacés de mort. 150 000 personnes dans un camp. On me dit qu'il y en a 3 fois plus dans les familles qui ont accueilli des Syriens et qui les logent sur leur terrasse, parce qu'ils n'ont pas de place. Ils les nourrissent, ils s'en occupent, mais ils les logent sur leur terrasse.
La Tunisie, au pire de la crise, 15 000 Tunisiens avaient demandé à venir en Europe. Nous avons été dans l'incapacité, l'Europe tout entière, riche, a été dans l'incapacité d'accueillir 15 000 Tunisiens, qui ces mêmes Tunisiens, au pire de la crise en Libye, ont ouvert leurs frontières pour accueillir les Libyens. Donc on peut se poser des questions sur le rapport à l'autre quand il est différent, quand il vient d'ailleurs en Europe. Et le thème de cette table ronde est important parce qu'il me semblait bien que la devise européenne, dans un projet de constitution que d'ailleurs j'ai combattu, s'appelait « l'unité dans la diversité ». Et malheureusement, cette diversité n'est vraiment pas à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des anathèmes contre des fatwas. Mais qu'est-ce que ça indique ? C'est deux faces d'un symptôme qui est unique, c'est la peur. Finalement, la peur. Et comme nous devons faire peut-être des préconisations, je partirai d'une phrase d'un grand maître soufi du XIe siècle andalou, qui s'appelait Ibn Arabi, et qui dit « Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent ». Et c'est vrai que l'éducation, la connaissance de l'autre permet des rapprochements. Ne permet peut-être pas toujours de s'entendre, mais permet de mieux comprendre l'autre. Alors si je pouvais faire une recommandation, c'est peut-être d'ouvrir, je ne me souviens plus comment s'appelle ce programme pour les jeunes étudiants. Erasmus qui réunit tous les jeunes Européens. Je pense qu'on pourrait ouvrir un Erasmus au Maghreb, par exemple, l'ouvrir davantage pour l'éducation, parce que l'éducation reste quand même la force la plus importante pour combattre les anathèmes, les fatwas, et qui arrivent vraiment à la peur. Donc la solution, c'est la connaissance de l'autre, et toujours absolument tout faire pour que la citoyenneté prévale toujours sur l'identité. Parce que si nous exacerbons les identités, nous ne serons pas dans une zone sereine qui, pendant 50 ans, a été la zone finalement la plus sereine du monde. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci pour cette recommandation, donc orientée plutôt sur l'éducation. Bien, je vais donner la parole à un philosophe, Philippe Van Parijs, qui vient de Belgique, philosophe politique à l'Université catholique de Louvain et à Oxford, qui va aborder l'angle linguistique et peut-être nous parler de Bruxelles, qui est un exemple intéressant. Oui, merci. Effectivement, j'ai proposé d'aborder ce thème du défi de l'autre sous l'angle du défi du linguistiquement autre, ce qui est, par certains côtés, un sujet tabou, particulièrement en France. Je ferai une proposition, mais je voudrais ancrer cette proposition dans deux illustrations concrètes du défi auquel elle s'adresse. Premièrement, ma ville natale, petite ville européenne qui, par les hasards de l'histoire, est devenue et devient chaque jour un peu plus la capitale de l'Union européenne. Un gros million d'habitants, aujourd'hui. Un tiers d'entre eux sont des étrangers, principalement européens, des non-belges. Un tiers d'entre eux, en croissance, sont des Belges d'origine étrangère récente, principalement non-européens, et parmi eux surtout d'origine marocaine. Et enfin, troisièmement, ce qu'on appelle parfois chez nous les belgo-belges, ou les anciens Belges, les Belges qui ne sont pas d'origine récente, un tiers également, et en décroissance constante. Linguistiquement, on peut se faire une idée de cette population grâce à un bon échantillon aléatoire qui est prélevé tous les 5 ans. Dans le dernier, le plus récent, petit échantillon de 0,2% de la population bruxelloise, 2500 personnes, on a pêché 104 langues maternelles différentes, comparé à 30 de moins il y a 10 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 500 fois 104 langues différentes à Bruxelles, mais on peut certainement tabler sur plusieurs centaines de langues maternelles présentes à Bruxelles. On dit souvent de Bruxelles que c'est une ville francophone, en un sens c'est vrai, mais
il y a 5 ans, ceux qui avaient le français, et le français exclusivement comme langue maternelle, constituaient un peu plus que la moitié de la population. Aujourd'hui, c'est 32% de la population bruxelloise qui ont le français seulement comme langue maternelle. Un deuxième tiers a le français comme langue parlée à la maison dans leur enfance, combinée avec d'autres langues, principalement le néerlandais et l'arabe. Et un tiers de la population n'a d'aucune manière le français à la maison comme dans l'enfance. Il y a 5 ans aussi, 2,5% de la population ne connaissait plus qu'à un niveau élémentaire ni le français, ni l'anglais, ni le néerlandais. Aujourd'hui, c'est 8% de la population qui ne connaissent plus qu'à un niveau d'élémentaire ni les 2 langues nationales belges, le français et le néerlandais, ni l'anglais. Alors vous vous rendez compte, c'est ma première illustration, du défi que cela représente en termes d'accès à l'emploi, pour une partie non négligeable de la population, presque 10%, mais aussi en termes de cohésion sociale. Comment former non seulement une force de travail efficace, mais aussi une communauté sociale, une communauté politique, lorsqu'on a une telle diversité linguistique, lorsque bon nombre de personnes n'ont aucune langue dans laquelle ils peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est ma première illustration. Deuxième illustration, à un niveau plus macro de l'ensemble de l'Europe. J'ai assisté il y a une dizaine de jours à une conférence sur le divorce possible entre syndicats et Europe par Bernadette Ségol, la secrétaire générale française de la Confédération européenne des syndicats. Une des questions posées après sa conférence était: est-ce que la diversité linguistique est un problème pour votre confédération? Un problème terrible, a-t-elle répondu. Parce que les dirigeants des 80 fédérations qui constituent sa confédération, parce que dans certains pays comme le vôtre, comme la France, il y a plus qu'une fédération, donc il y en a 80 membres de son organisation. Les gens qui sont à la tête de ces syndicats, ces fédérations syndicales, n'ont pas été choisis en fonction de leur belle connaissance des langues étrangères. Ils ont été choisis parfois en partant d'un emploi peu qualifié en raison d'un certain nombre de qualités qui font qu'ils ont l'autorité sur les membres de leur syndicat. Et donc, pour faire fonctionner cela ensemble, c'est un défi énorme. Parce que pour pouvoir agir au niveau européen, il ne suffit pas de se réunir de temps en temps avec des interprètes qui font un travail formidable mais extrêmement coûteux. Il s'agit de parvenir à instaurer des relations de confiance, de connaissance mutuelle, d'empathie, de solidarité entre des individus qui disposent chacun de l'autorité de leur propre organisation. Et faire cela alors qu'il n'y a aucune possibilité de contact linguistique direct est un défi énorme. Bernadette Ségol disait que on essaie de traiter de ce problème le moins mal possible, mais il est clair que ça constitue un défi majeur lorsqu'il s'agit de se coordonner et de se mobiliser à l'échelle européenne. J'habite à Bruxelles, à proximité du rond-point Schuman, que certains d'entre vous connaissent, où se trouve le quartier général à la fois de la Commission et du Conseil. Et comme rassemblement public, il y a peu de choses aussi désolantes qu'une manifestation publique qui se termine par un discours sur une tribune. Vous avez des tribuns qui manifestement disposent de talents oratoires fantastiques, qui terminent leur intervention alors avec un crescendo qui habituellement conduit à des applaudissements de la part de l'ensemble de la foule assemblée. Et puis, au moment où ils s'arrêtent, on s'attend à quelque chose se passe, il y a quelque part dans un coin quelques cris qui se lèvent, et c'est la section polonaise qui est la seule à avoir compris ce qui vient d'être dit dans une langue que les autres ne comprennent pas. Or, ces rassemblements sont évidemment importants pour galvaniser, pour réanimer l'enthousiasme de ceux qui luttent et qui mènent une lutte commune. Alors, quelles propositions? Ces propositions doivent être différentes à l'échelle locale et à l'échelle globale. En ce qui concerne Bruxelles, c'est ce défi énorme et particulièrement aigu dans cette ville pour les raisons que
que j'ai suggéré tout à l'heure, nous venons de mettre en place, avec les partenaires sociaux bruxellois, avec des universitaires, ce qui s'appelle le plan Marnix pour un Bruxelles multilingue. Ça s'appelle Marnix en raison du fait qu'un humaniste du XVIe siècle, appelé Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde, d'origine savoyarde, né à Bruxelles, l'auteur du premier document environ 20 ans avant l'édit de Nantes qui exprimait une forme de reconnaissance de la diversité religieuse. Donc ce Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde est aussi quelqu'un qui, dans un de ses écrits posthumes, était le premier à plaider pour un enseignement précoce et simultané de plusieurs langues, ce qu'on appelle aujourd'hui un enseignement des langues par immersion. Et ce plan Marnix vise à rendre tous ceux qui grandissent à Bruxelles trilingues plus, c'est-à-dire qu'ils parviennent grâce non seulement à ce que peut faire l'école si elle commence suffisamment tôt, mais à ce qui peut être fait autour de l'école, qui vise à rendre tous ceux qui grandissent à Bruxelles compétents, pas parfaitement compétents, mais compétents en français, en néerlandais et en anglais, et trilingues plus, parce qu'évidemment, pour beaucoup de ces enfants, la langue maternelle est encore une langue différente de celle-là, et l'objectif est non seulement de promouvoir l'acquisition de ces trois langues, mais aussi la transmission de toutes les langues maternelles, sachant que cette transmission n'est pas incompatible, au contraire, elle est complémentaire, elle aide le bon apprentissage des langues scolaires. Donc, ça c'est dans le cas de Bruxelles, qui est une situation particulière. Mais quid au niveau européen? Donc dans le cas de Bruxelles en particulier, c'est très important que l'apprentissage de la seconde langue nationale vienne avant l'apprentissage de l'anglais. Que faut-il faire au niveau européen? Pour moi, il n'y a pas le moindre doute. Il faut accélérer avec vigueur la démocratisation de l'anglais, de l'anglais comme lingua franca européenne. Et cela en utilisant un certain nombre d'instruments trop peu utilisés dans certains pays, en particulier en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France, en Belgique francophone, qui est le recours au sous-titrage au lieu du doublage de toutes les émissions, de tous les films en langue étrangère à la télévision. Le grand clivage quant à la connaissance de l'anglais entre pays européens n'est pas entre pays germaniques et pays latins ou pays ayant des langues encore plus distantes de l'anglais que ne le sont les langues latines. Le gros clivage, c'est le clivage entre les pays à sous-titrage et les pays à doublage. Donc il y a des manières simples de priver les plus riches dans les couches les plus aisées de nos populations de ce monopole injuste que constitue l'acquisition et la maîtrise de l'anglais. Il faut aller avec vigueur dans cette direction. Le pays le moins enthousiaste pour le faire, c'est la France. Le président, le Bundespräsident allemand, Joachim Gauck, dans un discours sur l'Europe remarquable d'il y a quelques mois, a plaidé sans embâche pour cette démocratisation de l'anglais dans un beau texte où il disait que la chose suivante, il dit « Die Beheimatung in der eigenen Muttersprache und in ihrer Poesie », donc habiter dans sa propre langue maternelle et dans sa poésie, est compatible avec ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter, un anglais praticable pour toutes les situations et tous les âges de la vie, qu'il appelle de ses voeux en raison du caractère absolument indispensable de la création d'une agora européenne dans ces termes, d'un démos, une possibilité pour tous de communiquer les uns avec les autres, pas seulement pour s'écouter, pour argumenter, mais aussi, et c'était ce que je voulais indiquer par référence à la secrétaire générale de la Confédération syndicale européenne, mais aussi pour parvenir à se coordonner, à se mobiliser. Cela doit aller de pair avec une protection de l'ensemble des langues officielles et d'un certain nombre d'autres qui sont présentes en Europe, c'est-à-dire ce qui est communément appelé, en particulier à partir de la situation québécoise, un principe de territorialité linguistique, un cadre légal coercitif concernant la communication publique et l'enseignement public qui rendent réaliste d'escompter que chaque personne qui s'installe sur une partie du territoire européen ait à la fois le courage et l'humilité d'apprendre
la langue locale, de ne pas se contenter de la lingua franca. Et cela non pas parce que la diversité linguistique est une chose bonne en elle-même, qu'il y ait des langues diverses signifie simplement que des personnes qui parlent exclusivement cette langue sont incapables de se comprendre mutuellement. La non-intelligibilité, l'inintelligibilité mutuelle, pour moi, n'est pas une chose qui est bonne. Donc la diversité linguistique n'est pas bonne en soi, mais elle devra être protégée au nom d'un principe de respect d'une égale dignité de toutes les langues à laquelle les Européens s'identifient. Donc voilà, ma proposition, c'est de prendre à bras-le-corps, sans tabou, cette question linguistique, ce défi linguistique, pour permettre à l'Europe, et c'est vraiment indispensable, tout ce qu'on parle, déficit démocratique, toutes ces affaires-là, c'est vraiment, on parle dans l'abstrait, si on ne résout pas en priorité ce problème de la communication linguistique, et on ne pourra le faire de manière réaliste que si on démocratise radicalement la connaissance de l'anglais, qui est notre langue européenne. C'est au fond un mélange d'allemand et de français, prononcé d'une manière quelque peu nonchalante. C'est ça l'anglais, c'est une langue européenne continentale qui est allée, par les hasards de l'histoire, est allée mûrir de l'autre côté de la Manche. Je ne suis pas sûre que ça fasse plaisir à tout le monde, mais c'est une définition intéressante. Donc la promotion de l'anglais en abandonnant le doublage, ça dit aussi le rôle des médias et des œuvres audiovisuelles, notamment dans la diffusion de certaines langues et dans peut-être la surreprésentation certaines langues par rapport à d'autres. Eh bien, on parlait d'anglais, de langue anglaise. Je vais donner la parole à Daniel Tammet, qui est romancier et poète, qui vient du Royaume-Uni, qui va nous parler aussi des langues, mais plutôt dans la création comme outil de compréhension et peut-être comme une fenêtre sur le monde. Alors, merci d'être venu. Je vais répondre au propos de M. Van Parijs, mais d'abord, je vais commencer par dire que moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les histoires, donc je vais parler un tout petit peu du XIXe siècle, parce que je pense que le XIXe siècle nous a laissé trace de plein d'idées bizarres, loufoques. Par exemple, des gens qui n'aimaient absolument pas le pantalon, par exemple, et qui luttaient contre le pantalon parce que c'était un vêtement qui gênait, parce que c'était humiliant, l'idée que les femmes porteraient le pantalon, quelle horreur. Et puis il y avait aussi d'autres personnes qui disaient que voilà, en tripotant le crâne des gens, on pouvait voir si cette personne-là avait la bosse des maths, par exemple. Si c'était un criminel, si c'était un génie, toutes ces idées loufoques. Il y avait aussi en 1887 un ophtalmologue polonais qui s'appelait Ludwig Zamenhof, et lui aussi il avait sa vision, si j'ose dire, un peu bizarre à lui, qui était un peu, c'est là où ça rejoint un peu M. Van Parijs. Pour lui, c'était pas l'anglais qu'il voulait comme langue commune, il voulait une langue neutre, plus neutre que ça. Donc il appelait Esperanto, l'idée de prendre l'anglais, l'allemand, le français, un tout petit peu d'italien. Il aimait beaucoup l'italien. Donc, la prononciation, apparemment, il faut absolument prononcer l'espéranto comme l'italien. Sinon, on parle mal l'espéranto, apparemment. Et un tout petit peu de polonais, puisque quand même, il était d'origine polonaise. Et le problème était juste. Il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de cultures. Et quand il y a tellement de cette diversité, aussi risque de malentendus, d'incompréhension, de refus de l'autre. Et en même temps, je pense que la solution est mauvaise. Était mauvaise et mauvaise. Apparemment, les gens sont d'accord avec moi, puisque l'espéranto aujourd'hui n'est très guère parlé que par quelques espérantistes. Moi, j'en fais pas particulièrement partie non plus, même si l'idée, comme toute idée loufoque, m'amuse, m'inspire dans mon travail d'écrivain et de poète. Je pense que la meilleure manière de régler cette histoire, en tout cas d'essayer de
d'ajuster ce problème de malentendu, d'incompréhension de l'autre, c'est par la diversité, c'est par le multilingualisme, c'est l'idée que, en fait, chaque langue, ce n'est pas, et c'est là l'erreur de M. Zamenhof, chaque langue n'est pas simplement des mots, n'est pas simplement les tables de conjugaison, n'est pas simplement des phrases. Chaque langue a une vision unique de l'humanité, de l'humain, plus précisément, et est une fenêtre ouverte sur le monde. Et à chaque fois qu'une langue disparaît, d'ici un siècle, il y aura la moitié des langues, pas simplement en Europe, mais à l'échelle mondiale, qui vont disparaître. Et avec chaque disparition, on perd un trésor de culture, de connaissances. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Et je crains que l'effort de remplacer par l'anglais l'espéranto, de dire qu'en fait, il faut une langue commune, mais plutôt que l'espéranto, on va prendre l'anglais. Je crains que, même si je suis d'origine anglaise moi-même, je crains que ça ne soit pas la bonne solution en réalité. Parce que, d'abord, il y a plusieurs anglais. Donc, quel anglais on va prendre? On va prendre l'anglais britannique, l'anglais américain, l'anglais indien, l'anglais africain. Quel anglais on va décider à l'échelle européenne, donner officialiser, dire cet anglais-là qui est l'anglais. Je crains que ce ne soit extrêmement compliqué de se mettre d'accord sur cela, premièrement. Et puis, l'anglais que parlent les gens comme langue... il y aura toujours ce monopole, malheureusement. Les gens qui arrivent très bien à monopoliser les connaissances, les savoirs et tout ça, ça existera toujours. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument de dire qu'il y a déjà des gens qui parlent très bien l'anglais, donc il faudrait qu'on parle tous l'anglais. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura certains, avec les avantages, malheureusement, qui vont toujours parler mieux une telle ou telle langue que les autres. Et donner aux pauvres un anglais pauvre, un anglais dépourvu de la littérature, de la poésie, de la langue anglaise, que représente la langue anglaise, je crains que ce ne soit pas la bonne solution. Pour moi, je pense qu'il faut que, par le respect de ces langues, il faut enseigner les langues. Mais comment enseigner les langues? Il faut arrêter d'enseigner les langues. Il ne faut pas enseigner les langues comme on enseigne actuellement, par les mots, les tables de conjugation. Moi, je n'ai jamais appris le français au lycée. Pourtant, j'ai étudié le français pendant 7 ans. Mais c'était simplement parce que j'avais envie d'apprendre une autre vision du monde, une autre vision de l'existence, un autre concept de l'humain. J'avais envie de découvrir la poésie française, la culture française, la littérature française. Je n'avais pas envie d'apprendre le français, j'avais envie de connaître les Français, et par cela, le français. Et je pense que la meilleure façon donc d'apprendre les langues, c'est, moi je suis écrivain, je pense que la littérature est magnifique comme outil de compréhension, d'empathie, de savoir. Et je pense que plutôt que d'apprendre le subjonctif, c'est mieux d'apprendre l'histoire de M. Séguin et sa chèvre, par exemple. Plutôt que de parler du fromage en France, de créer des listes artificielles de mots pour faire des dialogues que personne en France n'a jamais utilisés, mieux vaut parler de corbeau et de renard et de l'histoire de ce fromage qui flatte, qui flatte pas. Donc, et je pense que ce fromage-là qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus français que de parler de façon artificielle du fromage français dans l'abstrait. Et donc, moi, je dirais que l'important, c'est de donner, dès le plus jeune âge, les textes, les poèmes, les histoires, les nouvelles, qui sont en fait à la fois originales, uniques, et en même temps universelles. On les comprend tous, on les aime tous, mais il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les enseigner. Donc je pense que dans toutes les écoles et tous les lycées de l'Europe, on devrait enseigner
le corbeau et le renard, Monsieur Séguin et sa chef, et aussi les corbeaux d'Allemagne, les renards de l'Espagne, les fromages de l'Italie. Et par cela, d'abord peut-être en la langue maternelle, tout simplement. Commencer par la langue maternelle, commencer à comprendre l'histoire, les images, les sentiments, les émotions. Et une fois qu'on a cela, parce que les humains, on n'est pas dans la rationalité, surtout on est dans l'affectif d'abord. Donc il faut commencer par l'affectif, vous donner envie de connaître ces histoires, de les comprendre et tout ça. Et après on dit, et voici comment on raconte ces histoires dans la langue originale. Qu'est-ce que c'est un renard? Qu'est-ce que c'est un corbeau? Qu'est-ce que c'est un fromage? Et plus tard, on peut parler de Zola, on peut parler de Voltaire, tout ça. Mais d'abord, commencer par ces histoires très simples, puisque les vérités sont souvent les choses les plus simples et les plus difficiles à expliquer aux adultes. Donc, il faut commencer à parler comme ça, et par ça, ça donne envie, et comme cela, je pense qu'on peut finir par apprendre les langues. Et on n'a pas besoin, je pense, d'un espéranto, ni d'un anglais banal, mais des langues riches, humaines. Toutes les langues ont cette richesse, toute cette langue a cette poésie. Donc, encourager cette connaissance multilingue, diverse. Et même si je ne suis pas d'accord avec l'ophtalmologue polonais, espéranto, ça veut dire celui qui espère. En tout cas, moi, je l'espère. Merci beaucoup. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent en ligne, qui peuvent participer au débat en envoyant un SMS au 31 035. Donc, il faut taper Europa Nova en un seul mot et ensuite envoyer le message. Ou sinon, par Twitter, avec le hashtag Europa Nova. Il y a pas mal de réflexions qui nous sont parvenues déjà sur Twitter. Notamment, alors certaines qui vont dans votre sens, qui pensent qu'il faudrait, plutôt que d'imposer l'anglais comme langue unique, permettre aux Européens de parler plusieurs langues. D'autres qui expliquent... c'est vrai qu'en France, par exemple, si on prend l'exemple de la France, le français s'est imposé en écrasant les dialectes locaux. Il y a beaucoup de débats qui se posent sur à la fois les langues comme le basque, le breton, ou les différents créoles qui sont parlés dans les Outre-mer et qui sont menacés, même s'ils sont enseignés au bac. Donc, est-ce qu'au niveau européen, on n'aurait pas la même, finalement, conséquence si une seule langue s'imposait partout? Donc, c'est une question qui est relayée. Est-ce que la diversité des langues est une opportunité ou un frein? Pour finir, je vais donner la parole à quelqu'un qui va s'exprimer également sur les langues. Il s'agit de Hans Uskoreit, qui est linguiste et informaticien allemand, qui parle de l'impact des technologies sur les langues, du danger aussi de certaines langues qui sont menacées, ce qu'il appelle d'extinction digitale. Donc c'est intéressant aussi de voir de quelle manière l'informatique peut sauver les différentes langues européennes qui sont très très nombreuses. Thank you very much for the introduction. Merci bien pour cette présentation. Effectivement, je suis linguiste informaticien. Je suis à la fois linguiste et informaticien. J'ai vécu dans la partie est de Berlin. Ensuite, je me suis échappé. J'ai vécu dans la partie ouest. Je suis allé aux États-Unis. Je suis revenu en Europe. J'habite à Berlin et j'aime beaucoup y vivre. Et avec mes collègues européens, nous travaillons sur de nombreux projets. Et je suis à un bel endroit en Europe, j'ai une belle profession. Je dois dire qu'aucun étudiant ne doit s'inquiéter de chômage chez moi. Ça, c'est quelque chose qu'ils lisent dans les papiers, c'est tout. Ils sont au meilleur endroit. Alors, qu'est-ce qui maintenant m'inquiète? Je vais vous parler de mes craintes. Vous savez, moi, je voudrais parler de deux choses aujourd'hui. Tout d'abord, parler d'une préoccupation que je trouve très grave. Et puis ensuite, je vais vous dire pourquoi. Et puis ensuite, je vais vous parler d'une chance incroyable pour reprendre sur la discussion que nous avons eue hier, c'est-à-dire la participation et une plus grande démocratie en Europe. Alors, tout d'abord, ma préoccupation, ce qui m'inquiète. Eh bien, il s'agit de la diversité linguistique et culturelle en Europe. Et ça, c'est une préoccupation qui est partagée par la plupart de mes collègues dans mon domaine d'expertise. En ce qui concerne la diversité linguistique et culturelle, l'intégration européenne est
un événement comme il n'en existait pas avant. Ça n'a jamais eu lieu avant. On n'a jamais essayé de fonctionner avec tant de langues. La Constitution respecte cette diversité. Les Romains, les empires utilisaient une seule langue. Les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, etc. faisaient de même. Donc tout le monde avait une langue qui dominait les autres. En Europe, nous avons 24 langues de travail officielles. Et encore plus sont protégées, par exemple, on en a parlé, le basque, le catalan, l'occitan, le zoulbéch, etc. Donc, même au sein de l'Union européenne, on a plus que 40 langues. Donc, et puis 60 à la périphérie de l'Europe. Et je ne compte même pas, bien sûr, d'autres langues qu'on pourrait appeler des dialectes. Ça dépend des linguistes, bien sûr. Bon, si cette expérience européenne fonctionne, si c'est possible dans une société démocratique complexe, s'il est possible d'utiliser toutes ces langues, la question est donc de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça peut être un modèle pour d'autres régions, par exemple l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, où il y a aussi beaucoup de langues, sûrement beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs. Si je prends l'Asie du Centre, eh bien, si ceci échoue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va manquer cette occasion. Il n'y aura pas de deuxième occasion à saisir. Elle est là, sous nos yeux. Si l'Europe n'arrive pas à la gérer, malheureusement, on n'aura pas de deuxième chance. Il y a donc deux problèmes, je pense. Tout d'abord, les frontières linguistiques. Il faut ouvrir nos frontières pour les gens, pour la circulation des biens, de l'argent, etc. Mais il faut les ouvrir, les frontières, pour les idées, pour le dialogue. Et justement, il y a beaucoup de contenu qui n'a pas encore été traduit, qui devrait être traduit. Et les dernières frontières sont les frontières des langues. Les autres sont déjà toutes ouvertes, on a la même monnaie, etc. Après cet accident à Fukushima, au Japon, nous avons beaucoup parlé sur Internet des ramifications de l'accident en Europe. Les Français en ont parlé, les Allemands, les Grecs, on a tous parlé des conséquences en Europe. Mais les Français en ont parlé avec les Français, les Allemands avec les Allemands, les Grecs avec les Grecs. On n'en a pas parlé avec les autres. On oublie qu'en fait les frontières sont ouvertes et les frontières sont ouvertes aussi pour la contamination radioactive. On a oublié ça. En Allemagne, hier, on en parlait dans une université où j'enseigne. On parlait de la prochaine centrale nucléaire qui va se faire où? Pas en Allemagne, mais en France. Regardez les discussions en Grèce concernant les Allemands qui travaillent beaucoup par rapport aux Grecs qui sont feignants. Vous voyez, si seulement les Grecs et les Allemands pouvaient en parler les uns avec les autres plutôt que de faire cette polarisation médiatique et aussi polarisation par les politiques qui préfèrent les gens qui se détestent plutôt qu'ils s'aiment, parce que dans ce cas-là, pour eux, ça leur apporte plus de voix et un meilleur revenu. Je pense que c'est vraiment grave, mais c'est vraiment un inconvénient majeur auquel nous devons faire face. Et comme on l'a dit hier, il ne faut pas simplement un seul marché numérique pour tout le monde. Tous les citoyens ne peuvent pas comprendre la réglementation sur leur PME ou leur PMI. Il faut pouvoir avoir des PMI, PME un peu partout, au-delà des frontières. Il n'y a pas assez de soutien pour toutes ces langues. Toutes les langues ne sont pas toujours soutenues au même niveau pour pouvoir vendre des produits et des services. Donc nous avons travaillé dans ce sens, nous avons fait une enquête. Nous, ça veut dire en fait 60 personnes qui ont fait un réseau d'excellence. On a été financé en tant que réseau d'excellence et on est devenu excellent parce qu'on avait aussi du financement. Bref, donc on a 34 pays européens représentés et pendant 2 ans, nous avons fait cette enquête pour étudier l'état des langues. Plus de 30 langues, 31 langues très exactement. On n'a pas pu toutes les choisir. Bien. On a regardé leur position dans le monde numérique et on a vu où ils étaient disponibles. Les résultats ont été publiés dans 31 livres blancs, donc plus de 200 auteurs ont participé et de centaines de collègues en ont parlé lors de conférences. Ils ont tout publié et tout est disponible gratuitement sur le web. Les résultats sont pires qu'escomptés.
Bien sûr, aucune langue n'a le soutien numérique excellent dont elle a besoin. Mais il n'y a qu'une langue qui est bien soutenue numériquement. Devinez, ce n'était pas le français, ce n'était pas le letton. Non, non, c'est l'anglais, bien sûr, qui est soutenu numériquement. Et les autres langues, ensuite, sont dans plusieurs catégories. Et puis ensuite, vous avez quelques langues qui sont plutôt bien soutenues, par exemple néerlandais, français, italien, allemand et espagnol. Et ensuite, il y a d'autres catégories, 3 autres classes. Ensuite, vous avez le catalan, le tchèque, le finnois, le portugais, suédois. Et ensuite, à partir de là, vous avez 17 autres langues qui restent et celles-ci sont en danger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ces langues vont disparaître du jour au lendemain, parce que, d'ailleurs, je dois dire quelque chose juste maintenant. Sur les 6000 langues qui existent dans le monde, il y en a peut-être 2000, peut-être 3000 qui vont survivre. 3000 pour les optimistes. Les autres vont disparaître. Il n'y a pas assez de matière écrite, pas assez de soutien numérique dans ce monde numérique. Les autres ne survivront pas. Et il y a des langues qui meurent chaque jour. Mais je ne parle même pas de la mort des langues, là, parce qu'en fait, il y a encore des communautés qui ne sont pas toujours petites qui utilisent ces langues. Mais en fait, peut-être que ces langues vont devoir devenir des langues familiales dont on parle, que l'on utilise à l'église, sur le terrain de foot, à la maison, mais plus dans la rue, dans le domaine public, plus des langues de discussion, parce qu'elles ne seront plus soutenues par le web. Il y a des études très intéressantes qui viennent d'être publiées dans certains magazines. András Kornai, un Hongrois, un mathématicien et linguiste, a publié un article justement. Ah, je suis désolé, je dois me presser. Désolé. Bon, vous chercherez cette étude sur Internet vous-même, parce qu'on vient de me dire qu'il faut que je me presse un petit peu, parce que sinon je ne pourrais pas vous donner ma conclusion. Voilà. Alors, parlons pas des morts des langues. On a formé une alliance de sociétés liées aux langues, d'associations professionnelles avec plus de 700 membres et d'organisations membres. Et on a essayé de travailler sur un agenda de recherche avec beaucoup d'auteurs, plus de 200, des 80 conférences, etc. Et il y a des liens avec le programme de recherche Horizon 2020, le programme d'innovation de l'Union européenne, et un autre programme européen dont je voulais parler qui est très important, c'est Connecting Europe Facility, un programme dont on ne parle pas assez. Et bon, vous pourrez me poser des questions après, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Et la présidence de l'Union européenne a repris ce sujet parce que justement, les langues baltes sont moins soutenues. Et on a organisé des conférences. Et il y a 2 semaines de cela, à Vilnius, il y a eu une conférence très intéressante avec 13 parlements représentés, pas les Allemands, pas les Français, mais les autres qui représentent des langues plus petites. Et les autres étaient bien sûr invités, mais ils n'avaient pas le temps, comme par hasard, de venir. Et bon, ils ont voté une résolution dont les mots sont très importants et ils s'inquiètent de l'avenir de leur langue. Et pour terminer, que faire aujourd'hui? Que faut-il faire? Quel est l'agenda de la recherche? Quelles sont les résolutions? Quels sont nos objectifs et nos plans? Eh bien, il faudrait construire quelque chose comme des routes, des passerelles entre les villes qui ne soient pas simplement du construit, des bâtiments. Il faut construire un système de langue, de routes de langue, et avec un cloud translinguistique, avec des services de traduction, avec des traductions faites par des volontaires, avec des personnes, des traducteurs, des interprètes qui utiliseraient la technologie pour traduire des textes. Certains seraient traduits par des logiciels et, bien sûr, les machines traduiraient des quantités, des volumes. Mais, vous savez, les machines n'arriveront jamais à traduire ni la poésie, ni les nouvelles pensées, ni des romans, mais beaucoup peut être traduit déjà par des logiciels. Donc il faudrait construire cette infrastructure de routes de langue. Est-ce qu'on peut le faire en Europe? Est-ce qu'il ne faut pas laisser tout à Google? Parce que les Américains y arrivent beaucoup mieux que nous, non? Google Translate, vous savez, ça a commencé, c'était un Européen, c'était un Allemand, un de mes collègues, et puis ensuite c'était un Hongrois qui a travaillé sur un doctorat avec moi, vous voyez, et ensuite Hans Roch qui a repris le leadership
leadership de tout ceci. Ils venaient de Aix-la-Chapelle et 2 autres Allemands. Et ensuite, ils ont embauché quelqu'un qui venait de France pour travailler sur Google Translate ou Google Traduction. Vous voyez, ce n'est pas simplement de la traduction par machine. Ce sont des scientifiques européens aussi qui ont travaillé aux États-Unis parce qu'il y a de l'argent là-bas. Voilà, ça compte aussi. Et ma deuxième proposition, maintenant, pour terminer, je pense qu'il est possible de faire cela ici en France. Nous avons de la technologie pour de la traduction, ça marche mieux. On a des projets européens qui sont utilisés par la Commission. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ces services-là, pas pour la poésie, pas pour les pensées, mais pour la communication au jour le jour. Ça marche. Et il y a des initiatives comme Traducteurs sans frontières ou la Fondation Rosetta. Et vous avez des milliers de traducteurs qui travaillent gratuitement pour des objectifs nobles comme Médecins sans frontières, MSF, et c'est bien ça, hein, MSF, oui, et il y a d'autres organisations comme celle-ci. Ça existe, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et dernière proposition, et vous verrez, je reviendrai à ce que j'ai dit au début, et il y aura des liens avec ce que l'on a dit hier lorsqu'on en a parlé de la démocratie. En fait, la démocratie est tellement complexe en Europe. Déjà aux États-Unis, regardez, vous avez le niveau municipal, ensuite les États, la fédération, etc. 4 niveaux au moins. En Europe, il y a encore 2 niveaux de plus. Et c'est le cas dans de nombreux pays. C'est très compliqué. Donc, plutôt que d'essayer de trouver le bon niveau de participation à chaque niveau de façon indirecte, pourquoi ne pas parler d'un débat, d'un dialogue pour certains sujets qui nous tiennent à cœur, pardon. Faire ceci au-delà des frontières en utilisant l'Internet, les nouvelles technologies pour pouvoir bien gérer, contrôler, mais d'ouvrir ces frontières du numérique pour justement avoir une discussion, un dialogue parmi les jeunes, notamment les jeunes européens qui utilisent Internet tous les jours, pour d'autres discussions sur Facebook d'ailleurs. Et reprenons ces sujets, les sujets qui comptent pour eux. Et pour terminer, je veux citer Nelson Mandela. Il nous a dit, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, ça ira à son cerveau. Si vous lui parlez dans sa langue, dans ce cas-là, ça ira directement à son cœur. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole au public. Plusieurs choses ont été évoquées par les différents panélistes. Les solutions autour de la culture, autour de l'éducation, autour de l'information, notamment par la photographie, de la technologie. Il y a des questions qui n'ont pas été évoquées, mais qui vous intéresseront peut-être, notamment au niveau la question relative aux modèles, qui peuvent être les modèles européens. La question du multiculturalisme traverse plusieurs pays. On parle beaucoup d'intégration des gens qui sont migrants, notamment. Beaucoup d'arguments culturels sont invoqués pour expliquer que certaines populations seraient moins intégrables, moins potentiellement européennes que d'autres. Peut-être que ce sont des questions qui vous traversent, qui vous préoccupent. Donc on va prendre une série de questions. Malheureusement, on a beaucoup moins de temps que prévu pour l'échange. Donc je vous propose de vous signaler si vous voulez poser des questions et on va prendre plusieurs questions d'affilée. Madame, devant moi, et 2 personnes là-haut et une personne ici. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Denise Yakazamba. Je suis la présidente du réseau des femmes en action pour le développement en République centrafricaine, qui regroupe 55 associations. Et je suis en France. J'ai planté l'association à Amiens et ici aussi en France, à Paris. Je suis contente, très très contente d'être hier ici et aujourd'hui aussi. Merci pour votre brillante intervenant, tous les intervenants, je vous remercie. Mais j'ai, je pense, 3 questions à poser. Hier, le Premier ministre italien, dans son allocution, il a dit « Si l'Europe ne va pas bien, le monde n'ira pas aussi bien. » Et ma question aujourd'hui va à l'endroit de mon pays, la République centrafricaine. Tout à l'heure, je vois le premier intervenant qui avait parlé de la République du Congo. Il a parlé du Soudan et de Somalie. Mais vous oubliez la République centrafricaine.
Ça met beaucoup de temps que la République centrafricaine est en train de souffrir. Et là, ça fait plus de 8 mois que les mercenaires ont pris la République centrafricaine. Les enfants sont torturés, les femmes sont violées, les filles de 8 ans sont violées. Personne n'en parle. Voilà pourquoi je suis en train de plaider pour mon pays. Comme la semaine dernière, je suis allée devant l'Union européenne à Bruxelles pour parler de ça. Je demande pourquoi l'Union européenne ne s'intéresse pas de la situation de la République centrafricaine. Pourquoi l'Union européenne oublie d'autres pays de la planète? Alors, madame, je suis désolée, il faut vraiment que vous posiez vos 3 questions pour que tout le monde puisse parler et qu'on puisse passer à la table suivante. Je pense que j'ai 3 questions, je vous ai dit. D'accord. Pourquoi l'Union européenne très bien, dans ce cas-là, laisse d'autres pays prendre d'autres pays en otage? Je pense que c'est mes 3 questions. Merci beaucoup. Je vous madame. remercie beaucoup. Alors, on a 2 questions là-bas et une ici. Oui. Et après, malheureusement, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. OK. Alors, ma question, j'ai deux commentaires à faire. Tout d'abord, c'est sur la Turquie. Personnellement, je suis désolé qu'on rouvre ce dossier. On a déjà suffisamment de problèmes à intégrer 500 millions. Le monsieur a parlé de la Belgique, les différents. Moi, je l'ai vu entre les Belges et les Flamands. On voit que les Anglais ne sont pas sûrs s'ils veulent rester dans l'Union européenne. À mon avis, pour quelle raison on va aller continuer maintenant avec un pays, une culture complètement différente, une historique différente? Et je dis ça, ma famille, une partie a une connexion de 300 ans. On continue avec la Turquie. Alors, ça, c'est ma première question. Deuxième chose, c'est avec l'islam. Moi, j'ai travaillé trois fois en Afrique. J'ai bien voyagé dans ma vie. Et même une personne comme moi, qui est beaucoup pour vivre et laisser vivre, lorsque je vois, par exemple, ce qui arrive avec plusieurs musulmans qui viennent, avec leur voile et tout ça, qui veulent que leur piscine soit uniquement pour unisexe, d'accord? Moi, je suis tout à fait pour dire, OK, que les gens aient leur religion, leur façon de voir. Je trouve que c'est une richesse. Mais on doit respecter. Sa religion, c'est une affaire personnelle, d'accord? Qu'on soit catholique, protestant ou tout ça, c'est une affaire personnelle. Et ce n'est pas quelque chose que je vois avec les musulmans. Et on le voit d'ailleurs avec tous ces pays arabes où ils n'ont pas la notion de démocratie. C'est vraiment dur à appliquer. D'accord, je pense qu'on voit où vous voulez. Vraiment, faites court parce que pour permettre à tout le monde de parler. Je rappelle juste que les Arabes, parmi les musulmans du monde, ne représentent que 30% des musulmans. Donc, quand vous faites l'analogie entre pays arabes et musulmans, je pense que vous commettez une erreur. Pardon, je n'ai pas compris ça. C'est pas la même chose. Et par ailleurs, quand vous dites que les musulmans viennent, il y a beaucoup de musulmans qui sont européens, qui ne sont pas venus, mais qui sont nés en Europe. Oui, mais je me permets d'intervenir parce que c'est important de dire que les Européens sont aussi musulmans. Tout ce que je dis, c'est qu'on ait le respect, y compris de nous, mais aussi des musulmans envers notre culture. Envers leur culture qui est européenne aussi pour beaucoup d'entre eux. Je vous rappelle que musulmans et européens, ce ne sont pas deux notions séparées. C'est important quand même de rappeler cela, je pense. Alors, la question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Anna, je viens de la Hollande et j'étais étudiante au Collège d'Europe à Bruges. J'ai une question à poser à Madame Chiari, parce qu'en fait, il est déjà possible pour les pays voisins de l'Union européenne pour participer au programme Erasmus, mais c'est vrai que c'est accessible juste à une petite partie des étudiants. Et ma question s'agit de comment est-ce qu'on peut arriver à parvenir les personnes de l'Europe qui n'ont pas reçu une éducation tellement élevée comme universitaire, ou même n'ont pas reçu éducation du tout, et les personnes qui viennent à l'Europe qui n'ont pas non plus
reçu une éducation, qui ne sont pas éduqués comme les docteurs qui viennent de l'Irak, qui... Je peux dire qu'eux, ils ont une position déjà assez bien. Donc, ils ont la chance d'intégrer un peu plus que les gens qui n'ont pas reçu d'éducation du tout et qui viennent à l'Europe sans éducation. C'est ma question. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, malheureusement, je suis désolée, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir intervenir, mais il faut que les panélistes puissent faire un mot de conclusion. Donc, il y avait une question, c'était vous, hein. Vous aviez une question, et malheureusement, vous pourrez interagir de manière informelle, mais il sera difficile à tout le monde d'intervenir. Donc, je sais que vous aviez une question aussi, mais ça va être difficile. Hello, my name is Hannah. I'm also from the College Bonjour, je m'appelle Anna. And I think Mr. Van Parijs, je suis aussi du Collège de l'Europe. Et je pense que M. Van Parijs serait ravi de constater que je pose ma question en anglais. On a parlé des langues, il nous faut une langue commune. Je voudrais aller plus loin et poser la question, est-ce que vous pensez qu'il nous faudrait une identité européenne, une identité commune qui va au-delà même de la langue? Est-ce que c'est possible de créer une telle identité? Est-ce que c'est quelque chose dont nous avons besoin ou que nous souhaitons? Devoir relever un défi, à la fois répondre et faire un mot de conclusion, 1 minute chacun. Voilà. On va commencer par vous, Daniel Tammet. C'est une excellente question, la question de l'identité, parce qu'effectivement, c'est ça tout le problème en fait, parce que les langues, il s'agit de l'identité, il ne s'agit pas simplement des mots. Et de par ça, c'est très difficile donc de créer une langue commune, je pense que les individus, les humains, ils veulent être différents les uns des autres. C'est très important pour eux. À la fois, ils ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et en même temps, ils veulent qu'on respecte leur vie individuelle et donc leur identité individuelle. Et je crains que si on essaye d'imposer une identité commune de là-haut, en disant vous êtes les Européens, on va définir qu'est-ce que ça veut dire être Européen. Je crains que ça ne crée plus de problèmes que ça ne résout. Et donc je pense que l'important c'est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, l'unité dans la diversité. Merci pour cette jolie conclusion. Philippe Van Parijs. Alors, tout à fait d'accord avec Mandela, la maîtrise d'une lingua franca n'est pas une alternative à la connaissance de langue de l'autre. C'est pourquoi j'ai parlé le français et j'espère avoir parlé à votre cœur. Deuxièmement, l'apprentissage des langues, tout à fait d'accord avec Daniel, ne doit pas se faire sur le modèle de l'apprentissage des langues anciennes, qui inspire trop souvent l'apprentissage des langues modernes. On apprend et on entretient ces langues en les pratiquant, et ça peut se faire de multiples manières. Mais les gens pour qui je parle, en ce qui concerne la maîtrise du français, du néerlandais, de l'anglais à Bruxelles ou de l'anglais partout en Europe, ce ne sont pas les personnes comme Daniel qui veulent lire Daudet, qui veulent lire Zola, qui sont amoureux de la culture française et de beaucoup d'autres cultures. Moi, je parle pour les gens qui arrivent à Bruxelles et qui ont besoin de trouver un boulot. Et pour trouver un boulot, ils ne s'intéressent pas à Zola particulièrement, même s'ils travaillent dans les conditions un peu zolaesques, mais ils doivent connaître le français, le néerlandais et l'anglais. De même, je parle pour les leaders syndicaux, grecs et allemands, qui ont besoin de définir une stratégie ensemble, de travailler ensemble pour qu'il y ait plus de justice sociale en Europe. Et là, c'est pas l'anglais de Shakespeare qu'ils ont besoin, pas l'anglais de Jane Austen, pas l'anglais d'Oxford non plus. Enfin, troisième et dernier point, la question de l'identité. Moi, je crois qu'il est tout à fait absurde de rechercher une identité européenne dans des valeurs européennes, la tradition chrétienne, l'humanisme, etc. Bien sûr, ça inspire, mais l'identité commune, elle doit venir de projets.
des projets qui doivent rassembler des communautés territoriales à tous les niveaux. Je suis un défenseur du patriotisme à tous les niveaux, depuis le niveau du quartier jusqu'au niveau de votre ville, jusqu'au niveau de votre pays, de votre nation et au niveau de l'Europe. Et ça doit être un projet, et à travers ce projet, une identité commune qui se forge avec toutes les personnes qui habitent ce territoire, quelle que soit leur langue maternelle, quelle que soit leur origine, mais elles vivent ensemble, elles doivent travailler ensemble, elles doivent trouver des formules qui soient efficaces et équitables pour chacun. Merci beaucoup. Marisa Chiari. Oui, merci. Je vais essayer de répondre très rapidement aux questions qui ont été posées. Je pensais en ayant illustré mon propos par ce qui s'était passé à Marseille, j'avais répondu un petit peu par anticipation à la question que vous posez. Quand on met en avant l'identité des gens plutôt que leur citoyenneté, il ne faut pas s'étonner après que certains se radicalisent. Sur la question du respect, bien évidemment qu'il faut respecter, bien évidemment que la visibilité de l'islam pose un problème. Mais enfin, c'est quand même une minorité. Quand on se dit laïc juif, ça ne pose pas de problème. Quand on se dit laïc chrétien, catholique, protestant, laïc tout court, ça ne pose aucun problème. Quand on se dit laïc musulman, là, il y a un flou, il y a un loup, et cette suspicion par rapport aux musulmans qui vivent normalement et qui s'intègrent normalement dans le pays, qui sont la plus grande majorité, est mortifère. Donc je pense qu'il faut y faire absolument attention. La deuxième question, c'était sur la Centrafrique. En parlant de Lampedusa, en parlant de la Syrie, je pensais vous avoir montré que nous avons une grande marge de progression pas dans les droits de l'homme, parce que l'Europe est quand même un continent où les droits de l'homme sont respectés, mais de rapport à l'autre. L'altruisme demeure l'avenir de l'humanité. Et si on veut rapprocher le projet européen normalement des jeunes, il faut donner du sens à l'Europe. Donner du sens, c'est par l'humain qu'on donne du sens à l'Europe. Et je pense que là, effectivement, ce qui se passe en Centrafrique est tout simplement odieux. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle davantage. Troisième chose, donner du sens. Moi, j'ai la foi dans le projet européen. J'ai une foi énorme dans le projet européen. Et je pense que le projet européen doit se faire à partir de projets, et vous avez raison, de choses concrètes qui parlent aux gens. Mais surtout, la définition de Renan, moi, me plaît beaucoup pour le projet européen. C'est un plébiscite de chaque jour. L'Europe est un plébiscite de chaque jour. Pour ce qui concerne les mots, vous avez évoqué les langues. Derrière les langues, il y a des mots. Et quand avant d'être sénateur ou sénatrice, j'étais haut fonctionnaire et il m'arrivait de recevoir des directives européennes. Alors, je ne comprenais même pas le titre. C'est vous dire, il y a un effort à faire dans la manière dont l'Europe, la Commission nous parle. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étudiais un texte européen. Et dans le texte, j'ai eu un coup de téléphone. Donc j'ai pris mon coup de téléphone et puis je suis revenue au paragraphe. Et je me suis dit, tiens, je me suis trompée de paragraphe. Parce que j'étais sur un sujet qui était un sujet humain. La suppression de postes en Europe, les délocalisations, les relocalisations, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur un terme qui est déflation. Et je me dis, bon, là je me suis trompée. C'est un paragraphe qui parle de la finance. Eh ben non. Déflation, on parle de déflation pour ce qui concerne les effectifs, les gens. Ça devient de la déflation. On ne comprend plus. Donc s'il y a un effort à faire, peut-être Europanova pourrait peut-être dire que si on utilisait des mots plus simples, même en français, ça pourrait rapprocher l'Europe des citoyens, parce que la belle phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Je la retiens, c'est bien évidemment cette phrase. Voilà. Merci beaucoup. Hans Skora, un mot de conclusion. So the essence of European identity is the diversity. That is de l'identité européenne, c'est la diversité, c'est l'essence même de la réussite de l'Europe depuis plusieurs siècles déjà, dans les sciences, la technologie, la culture, c'est cette grande diversité dans une zone géographique assez réduite. Toutes ces cultures qui coexistent sur un territoire. Au Moyen-Âge, pendant la Renaissance, il y avait le latin. Les gens voyageaient, ils allaient à l'université, ils échangeaient
Maintenant, c'est l'anglais. Il n'y a pas de contradiction avec une identité culturelle qui a une langue maternelle, qui est liée à une langue maternelle, et puis une identité européenne qui serait liée à l'anglais. Historiquement, ça a déjà existé. Donc, voilà, nous vivons dans un monde complexe, et je pense que l'Europe, c'est une histoire de réussite, et il ne faut pas s'en préoccuper autrement. Et pour finir, Jan-Josef Stock, donc un mot de conclusion, puisque vous avez ouvert le panel, vous allez le fermer, le conclure. Cette fois-ci, je vais parler en français, aussi par rapport à la question de la Centrafrique. Moi, je suis déjà allé aussi en Centrafrique, je n'ai pas pu le nommer, parce qu'il y a trop de pays à nommer, et je suis aussi très soucieux de la situation de Centrafrique, et je trouve que c'est très courageux de votre part d'avoir porté la question. Mais en même temps, le débat ici, c'était aussi de parler des problèmes en Europe aussi. Donc avant que l'Europe aide aussi le monde, l'Europe doit aussi apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est un peu le thème de ce débat. Et que ce soit avec la langue, que les gens comprennent les uns et les autres, aussi accepter les uns et les autres. Et c'est pour ça que, aussi en tant que photographe, on ne doit pas seulement montrer ce qui se passe en Afrique ou en Afghanistan ou en Irak, mais aussi en France ou dans les autres pays européens, qu'on doit apprendre à vivre ensemble pour mieux se comprendre et pour mieux vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Désolée à celles et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. On va passer à la table ronde suivante.